Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Dreamcast de Sega, la dernière console de Sega, sortie en 98. Il y a beaucoup à dire sur cette console, il faut se remettre dans le contexte. La Dreamcast est sortie en 1998, à la même époque que Zelda Ocarina of Time. Alors ça paraît assez fou maintenant. Zelda Ocarina of Time est sorti en novembre 1998 et la Dreamcast quasiment en même temps, peut-être décembre. Donc vraiment au même moment. Donc Sega venait de sortir de l'échec cuisant de la Saturn. Alors cuisant, bon, c'est pas peut-être le bon mot, mais en tout cas un échec certain avec la Saturn. Face à la PlayStation, il n'y avait pas grand-chose à faire de toute façon, hein. Sega était en retard technologiquement. La Saturn, elle n'était pas à la hauteur de la PlayStation. Donc déjà au niveau de la gestion 3D, ça n'allait pas. Il y a eu de très bons jeux sur Saturn. La première année, tout allait bien. La deuxième, ils ont commencé à avoir des difficultés. Puis après, les difficultés n'ont cessé de croître. Et ils ont été obligés de passer à autre chose. Et c'est justement l'échec de la Saturn qui a poussé Sega à passer sur une nouvelle génération de consoles bien plus tôt que Sony. Puisque Sony en 98, la PlayStation 2 n'était même pas annoncée. Donc Sega a sorti la Dreamcast. C'était une console qui était vraiment innovante pour son temps. Déjà la manette. La manette était absolument géniale. Alors ça permet aussi de voir le petit display que j'ai réalisé pour cette console. Donc une télé blanche aux couleurs de la Dreamcast, assortie à la console, 4 ports manettes comme la Nintendo 64. Donc on voyait bien que Sega avait en tête de faire une console qui était très très axée sur le multijoueur. Ça n'a pas été franchement le cas, hein. Autant on peut dire qu'avec la Nintendo 64, 70% des titres sortis sur cette console étaient des titres multijoueurs, donc c'est énorme. Sur Dreamcast, c'était largement pas le cas, et c'est pas non plus pour cette raison que les clients achetaient une Dreamcast à cette époque, même s'il y avait de très bons jeux multijoueurs. Donc la Dreamcast sort au prix de, je crois que c'était 29 000 yens, ou 39 000 yens, j'ai un doute. Mais en tout cas, pas très cher, hein, à peu près dans les 300 euros, ouais, ça devait être à peu près ça. C'était pas excessif pour ce qu'elle avait comme technologie embarquée. Alors Sega, cette fois, ils n'avaient pas fait l'erreur qu'ils avaient fait avec la Saturn. La Saturn était extrêmement difficile à programmer. La Saturn n'était pas faite pour gérer la 3D à la base. Elle avait rajouté un processeur qui était en charge de la gestion 3D, mais qui devait parler avec un autre processeur. Donc c'était vraiment très très compliqué à programmer. Par contre, la Dreamcast, là, on est sur une technologie assez simple d'ailleurs, mais très très efficace en termes de 3D, avec un partenariat avec Microsoft, ce qui était assez fou d'ailleurs. On le voit ici, là, c'est marqué bien en avant, Design for Windows CE. Donc c'était vraiment une console qui avait vocation à faire tourner des jeux 3D de nouvelle génération de façon simple à programmer. Et d'ailleurs Sega, avant le lancement de la console, avait fait un peu son mea culpa, parce que c'est vrai il y avait eu quand même des gros problèmes avec la Saturn, et là il fallait convaincre les éditeurs de développer sur leur nouvelle console, alors que beaucoup avaient perdu de l'argent en développant sur Saturn, sur 32X, sur Mega CD. Donc c'était pas simple pour Sega de revenir dans la guerre des consoles, qui était largement dominée par la PlayStation. La Nintendo 64 était arrivée, elle avait quand même du succès. Donc c'était très compliqué pour Sega de s'imposer dans ce secteur. Donc ils avaient misé sur une console simple à programmer, pas très chère en prix de vente public, des manettes très efficaces, et surtout, alors on le voit là, ici, il y avait un accessoire, on le voit là, les fameux VM, Virtual Memory, qui permettaient, donc c'était des cartes mémoire avec un écran à cristaux liquides. Ça c'était vraiment fabuleux. J'en vais en sortir une de cette manette. On voit bien qu'il y a des petites, c'est carrément une mini console. Ça permettait de sauvegarder les jeux, mais aussi on pouvait donc voir ici les connexions. On pouvait en connecter deux,
et faire des échanges de données, s'affronter à des mini-jeux. Bon, les mini-jeux étaient vraiment minables, hein. C'était niveau Tamagotchi, donc ça avait strictement aucun intérêt. Ça, c'est très dommage d'ailleurs, parce que le concept était super, mais franchement, c'était pas suffisant en termes de qualité graphique pour pouvoir passer du temps dessus. On était quand même en 98. C'est pas possible de jouer à des jeux qualité Tamagotchi. Mais l'idée était vraiment géniale. Il y a une anecdote à ce sujet. Il se trouve que à l'été 98, j'étais à Hong Kong. Cet été-là, la Dreamcast n'était pas encore sortie. Elle sortait donc en décembre 98, donc quelques mois après. Et je découvre à Hong Kong cette carte mémoire dans les magasins. Enfin, cette VM. Donc Sega avait sorti cette VM, Godzilla, une version Godzilla, avant la sortie de la Dreamcast. Je trouve ça complètement fou comme concept. Donc on pouvait jouer à ce mini-jeu intégré dedans. Là on voit à peu près ce que ça donne en qualité. Donc c'est vraiment du Tamagotchi. Donc Godzilla, le VM, sorti avant la Dreamcast. Donc très peu d'intérêt, mais sauf que c'était quand même un teaser pour la console. Et moi j'étais trop content de revenir avec un accessoire Sega officiel Dreamcast alors que la console n'était pas encore sortie. Je trouve le concept assez fort. Et il y avait même eu un guidebook. Alors c'est assez fou parce que qui a acheté ce guidebook? Qui a acheté ça? Bon. Et surtout, quel est le client? Quelle est la personne qui a acheté vraiment ce VM pour y jouer? Moi je l'ai acheté pour l'objet, mais j'ai jamais joué. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote sur avant le lancement de la Dreamcast. Donc Sega fait une grande conférence de presse avant la sortie de la console pour annoncer la sortie imminente de leur console. Une conférence que la console va s'appeler Dreamcast. Un nom plutôt réussi, je trouve. Et ils ont décidé de ne pas mettre Sega en avant, même lors de la conférence. Donc on voit bien le logo de la Dreamcast, qui est mythique avec cette spirale, qui était mis en avant comme étant une console nouvelle génération. Sega n'avait pas mis son nom en avant parce que Sega, à cette époque, avait l'image d'un fabricant qui cumulait les échecs. Alors certes, en arcade, Sega c'était fabuleux, hein, en 98, c'était encore grandiose. Il venait justement de sortir Virtua Fighter 3, qui était vraiment un gap par rapport à Virtua Fighter 2. Alors, un gap un peu moins important entre Virtua Fighter 2 et Virtua Fighter 3 qu'il n'y avait eu entre Virtua Fighter 1 et 2. Mais quand même, Virtua Fighter 3 était très très beau. Et c'est d'ailleurs le jeu que Sega a choisi. Mais c'était le jeu qui était disponible au lancement de la console. Donc quand même un très très bon jeu. Le voici ici en version européenne. Mais je vais quand même trouver la version japonaise. Donc voici Virtua Fighter. Donc la console sort. Ce jeu est disponible à la sortie. Donc déjà, la console est dotée d'un grand jeu dès le Day One. Donc ça, c'est quand même un argument marketing assez fort. Alors, il faut dire que Sega, là on est en 98, l'arcade n'est plus quand même à son apogée. Et d'ailleurs, la Dreamcast va marquer le début et la fin d'une ère. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est des jeux tellement beaux qu'ils rivalisent avec les jeux d'arcade. C'était jamais le cas avant. Avant, toutes les conversions Saturn de l'arcade étaient de moins bonne qualité. Bon, la PlayStation est arrivée à faire tourner des jeux quasiment aussi beaux que l'arcade, mais quand même, on n'avait pas à l'époque Daytona USA tel qu'il tournait en arcade, n'était pas aussi bien converti sur la Saturn et il n'aurait pas pu non plus tourner sur PlayStation d'ailleurs. Mais par contre, Virtua Fighter 3 était quasi de l'arcade perfect par rapport à la version arcade. Alors il y avait un peu moins de polygones, mais au niveau de la qualité visuelle, c'était quand même une claque. Il était très 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 beau. Mais ce n'était pas vraiment le seul intérêt de ce Virtua Fighter. Qu'est-ce qui était fabuleux avec ça? Je pense qu'on va le voir là, normalement, si je me souviens bien. Bon, il y a un petit catalogue qui annonce les prochaines sorties. Mais ce qui est intéressant, c'est le disque qu'on retrouve ici.
Le voilà. Alors quand on achetait donc Virtua Fighter 3, on tombait sur ce CD. Et je vais le mettre en démo maintenant. Donc qu'est-ce que c'était que ce CD avec la dénomination Project Berkeley? Alors on en avait entendu parler dans les magazines. La rumeur avait dit que Sega préparait un Virtua Fighter RPG, c'était comme ça qu'on le présentait à l'époque, et que c'était Yu Suzuki bien sûr qui travaillait dessus. Donc Virtua Fighter RPG, un concept qui moi me faisait vraiment rêver à l'époque. Enfin un jeu de combat qui allait être mêlé à un jeu d'aventure. Donc voilà ce fameux Project Berkeley. RPG, point d'interrogation. Donc c'est vraiment un teaser d'un concept. C'est même pas ce n'est même pas un CD de démo du jeu. Donc on voit le RPG barré pour mettre en avant ce nouveau concept free, Full Reactive Eyes Entertainment. Alors bon, c'était un mot bien pompeux pour dire qu'on allait pouvoir avoir une liberté d'action. Et c'était vrai, puisque ce jeu n'est autre que Shenmue. Mais ça, on l'apprendra plus tard. Même, je crois que dans cette démo, on ne parle pas de Shenmue. On voit effectivement quelques vidéos. On ne comprend pas vraiment quel est le concept du jeu en regardant cette vidéo. On voit donc cette femme qui a l'air de faire des mouvements de kung-fu. Donc, ça n'a pas l'air japonais à 100%. Là, on voit clairement Kowloon, donc c'est-à-dire Hong Kong, pour ceux qui ont connu. Et voilà, des choses assez mystérieuses, des effets de lumière. Bon, on ne comprend pas trop ce que c'est, ce mystérieux médaillon. Alors d'ailleurs, certains de ces scènes ne seront même pas dans le jeu final. Donc ça, c'est vraiment le premier trailer de Shenmue. Mais pour l'heure, on est encore en novembre 98 et Shenmue, enfin ce Project Berkeley, va rester encore mystérieux pendant de nombreux mois. Ah si, on voit quand même le nom Shenmue apparaître. Ça, je ne me souvenais pas. Et Yu Suzuki, ici, qui parle. On parlera de Shenmue après. Donc pour l'heure, Sega, c'est la fin d'année. Sega vient de sortir Virtua Fighter 3 et le grand jeu à sortir pour Noël, donc un mois après la sortie, même pas. C'était celui-ci. Il est là, je l'ai mis un petit peu tout à l'heure, il était en train de tourner tout à l'heure. C'est Sonic Adventure. Alors là, on peut parler de grosse claque. Ce jeu, je pense qu'il a donné espoir à tous les fans de Sega. Quand on a vu tourner ce jeu, on s'est dit waouh, la Sega est de retour, ça va tout déchirer. Parce que la Saturn, il faut se rappeler que la Saturn n'a pas eu de Sonic 3D. On a eu une espèce de Sonic en 3D isométrique, mais c'était vraiment pas top. Mais il n'y a pas eu de vrai Sonic 3D. Sega, vu que la Saturn n'avait pas le succès escompté, s'était dit ça ne sert à rien de sortir un Sonic sur la Saturn, donc autant faire quelque chose d'innovant sur la Dreamcast. Et pour ça, je pense qu'ils ont vraiment eu raison. C'était génial de sortir Sonic Adventure avec ces graphismes qui étaient dingues. On n'avait jamais vu ça. Il faut dire que la Dreamcast, elle embarquait une technologie qu'aucune console ne pouvait proposer en 1998. Et d'ailleurs, on pouvait trouver de la 3D de cette qualité.
mais il fallait avoir un PC avec des cartes graphiques hors de prix. Donc c'était vraiment révolutionnaire. Personne n'avait vu un jeu sur console tourner avec les graphismes de Sonic Adventure. Alors évidemment, il y a Adventure dans le titre parce qu'il y avait un petit côté RPG. On pouvait revenir dans les niveaux pour débloquer des zones. Mais bon, globalement, c'était un jeu de plateforme 3D ultra rapide, mais surtout avec des graphismes complètement inédits. Et là, on pouvait vraiment parler de jeu next-gen. C'est un terme, je crois, qui est apparu à peu près à cette époque-là, signifiant que là, on était sur une nouvelle génération d'images, de consoles aussi, mais vraiment quelque chose d'inédit. Moi, j'avais eu la même claque avec Mario 64 à l'époque. Même claque, je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment un gap technologique énorme. Donc, 4 ans après, non pas 4 ans, 2 ans et demi après la sortie de la Nintendo 64. Donc, pas si longtemps après, finalement, ou 3 ans. Et c'était fabuleux. Alors, ça valait pas un Mario 64 parce que Mario 64, il y avait une profondeur dans le gameplay. On pouvait revenir dans les zones plusieurs fois. Là, Sonic, ça restait quand même un jeu très arcade. De toute façon, c'est du Sega, donc Sega, ils étaient connus pour faire de l'arcade. Mais très très grosse réussite avec ce Sonic. D'ailleurs, ici, on voit qu'ils ont sorti aussi au Japon un petit peu de temps après Sonic Adventure International. Alors ça reprend les petits bonus qu'il y avait eu dans la version européenne. Ça permet de regarder cette version qui est neuve, là, donc c'est plutôt agréable à regarder, sous blister. Voilà pour ça. Donc là, tout démarre bien pour Sega. Sega a un titre majeur avec sa console, c'est Sonic. Problème de Sonic, c'est qu'on en fait vite le tour. Une fois qu'on l'a fini, on n'a pas vraiment envie d'y retourner. C'est ça le gros problème, c'est que très vite, les gens demandent plus. Alors les gens vont avoir plus quand même assez rapidement. Il y a deux événements majeurs qui se profilent pour l'année 99. Le premier événement, et il est vraiment de taille, c'est carrément un séisme dans l'univers du jeu vidéo, c'est l'arrivée de Namco sur Dreamcast. Alors ça, c'était pas gagné du tout. Il faut se rappeler qu'au moment de la Saturn, en arcade, c'était la guerre à couteau tiré entre Sega et Namco. C'était vraiment les grands rivaux de l'arcade. Et on n'aurait jamais pu imaginer un jeu Namco tourné sur Saturn à l'époque. Sauf que là, on est en 98, l'arcade est en train d'évoluer. Je pense aussi que Namco se dise que l'avenir ne va plus être en arcade, mais sur les consoles de salon, puisque la technologie permet d'afficher des jeux quasiment identiques en arcade et à la maison. Moins en moins de gens, potentiellement, qui joueront en arcade dans le futur. Donc, on arrive dans la période où Namco prépare ce titre-là. Alors, il se trouve que moi, j'ai eu la chance d'être au Japon l'été 1999, à la sortie de ce jeu. Donc, 6 mois après la sortie de la console, Namco sort Soul Calibur. Alors, graphiquement, là, je vais le mettre parce que c'est la claque. Et donc, Namco sort Soul Calibur. Alors non seulement une nouvelle ère qui arrive, la coopération entre Namco et Sega, mais en plus, Namco nous gratifie d'un jeu totalement fou graphiquement. C'est un jeu qui a fait l'unanimité. Je crois qu'il avait eu la note de 39 sur 40 sur Famitsu. C'est pour dire, parce que Famitsu, ils n'étaient pas connus en plus pour surnoter les jeux. Le jeu était phénoménal, donc encore une fois, là, tout allait bien pour Sega. Il faut dire qu'il y avait quand même un petit souci au niveau de l'approvisionnement. C'est-à-dire que Sega, comme il n'était pas fabricant des composants de la console, ce qui n'était pas le cas de Sony par exemple, Sony qui fabriquait ses propres composants. Donc ils ont eu une rupture
assez importante de composants. Ils n'ont pas réussi à livrer toutes les consoles. Donc pendant de longs mois, la Dreamcast était tout le temps en rupture de stock au Japon. Alors effectivement, on peut penser que c'était bon signe, sauf que en attendant, le cash il rentrait pas dans les caisses de Sega. Donc ce qui aggravait un petit peu plus leur situation financière, parce qu'en même temps, il fallait aussi penser que la Dreamcast allait être lancée aux États-Unis. Là, elle était toujours pas lancée ni aux États-Unis ni en Europe. Et Sega avait comme prévision de sortir la Dreamcast à la rentrée, donc en septembre 1999. Donc là, on est à l'été 1999. Soul Calibur vient de sortir au Japon. Donc on a Virtua Fighter qui était sorti. Vu Shenmue qui allait sortir bientôt, qui était prévu, mais on ne connaissait pas la date de sortie non plus. Et on voit tourner ce jeu, et là on se dit, bon là c'est le retour gagnant de Sega, Soul Calibur. Alors, ce jeu, là on avait un jeu sur lequel on pouvait jouer très longtemps. Je vais faire un petit zoom dessus. Alors on peut voir le sol, la qualité des textures, les personnages, la taille des personnages qui était quand même phénoménale. La qualité du gameplay aussi, qui était remarquable. Ouais, c'était un jeu qui était quasiment parfait. Ça restait un jeu de baston, donc moi, honnêtement, c'était pas mon type de jeu. J'ai pas beaucoup passé de temps sur Soul Calibur, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'était comme ça. Donc pour moi, c'est un jeu qui n'a pas eu beaucoup d'impact sur moi, si ce n'est visuellement, où j'avais été bluffé par la qualité de ce jeu. J'étais trop content de voir tourner un jeu comme ça sur une console Sega, puisque depuis des mois, comme je travaillais dans un magasin de jeux vidéo, les clients étaient en train de jouer à Tekken 3 et plus aucun jeu ne rivalisait à cette qualité sur Saturn. C'était un événement, le fait que Namco développe des jeux sur Dreamcast. Mais c'est pas le seul éditeur qui a fait parler de lui sur Dreamcast. L'autre grande surprise, c'était de voir un jeu inédit sur Dreamcast, et pas n'importe quel jeu, Code Veronica. Alors Code Veronica, c'est l'épisode inédit de Resident Evil, enfin Biohazard en version japonaise. La version inédite pour la Dreamcast. Le premier Resident Evil entièrement en 3D. Les personnages, eux, étaient modélisés en 3D, mais les décors étaient fixes. Là, tout était modélisé en 3D. Ce jeu, j'en ai gardé un souvenir. C'était pas innovant, hein, c'était vraiment des routines basiques de la série des Resident Evil, mais il était super beau, puis il était génial, quoi. C'était un très très bon jeu. Donc ça aussi, après Namco, Capcom, mais à l'époque, la PlayStation 2 n'était toujours pas annoncée. Il faut dire que la PlayStation avait tellement de succès encore que Sony n'avait pas intérêt à annoncer la PlayStation 2 trop tôt. L'été, donc on est à l'été 1999. Sega, pour donner un second souffle à la Dreamcast, parce que malgré tout, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient sur cette console. Et à part les jeux que je viens de citer, il y avait les autres jeux étaient assez insignifiants. Il y avait beaucoup de déchets. C'est pas comme sur la Nintendo 64 où il y avait très peu de jeux, mais énormément de bons jeux. Là, sur Dreamcast, il y avait de très bons jeux, mais énormément de mauvais jeux. Voilà, là, on en voit un peu, mais par exemple, là, tout ça, c'est quasiment poubelle. Ça, pareil, toute cette ligne de jeu ne sert à rien du tout. C'est vraiment soit des jeux de drague, soit des jeux d'action mal finis. Enfin, c'était vraiment pas terrible, quoi. Donc les clients n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent, enfin qui avaient acheté la console. Donc après le choc visuel des premiers jeux, de suite, s'il y a eu un coup de mou, les ventes ont stagné parce qu'il manquait des jeux. Donc Sega a passé le prix de sa Dreamcast à 19 900 yens, donc c'est-à-dire qu'ils ont baissé quand même de 1/3 le prix de la console. Moi j'étais au Japon justement lors de cette baisse de prix, donc il y avait des affichages
en ville à Tokyo un peu partout pour montrer cette baisse de prix. Et là, c'était vraiment pas cher, hein. 19 000 yens, c'était à peu près 200 euros à l'époque. Donc une console de cette qualité pour 200 euros, c'était vraiment un très très bon tarif. Mais Sega avait vraiment besoin d'un second souffle. Et le jeu qui devait faire que la Dreamcast allait décoller, c'était Shenmue. Alors Shenmue, voilà le pack qui est maintenant assez rare. Donc Shenmue sort en fin d'année 1999 ou en novembre, je ne sais plus exactement quel mois, mais après l'été. Alors moi j'avais vu la démo tourner. À l'été 99, j'avais vu la première démo de Shenmue tourner. C'était fabuleux. Et c'était 7 cassettes. Je l'ai su après. Hein. C'était 7 cassettes, cette cassette VHS qui tournait dans les magasins. Donc les boutiques n'avaient pas eu le jeu encore. Parce que Sega était très en retard sur le développement. Il était tellement pharaonique, le développement de Shenmue. Il y avait tellement d'innovations, notamment le fait que quasiment tous les personnages, les PNJ, les personnages secondaires, personnages principaux, tout était parlé. Donc il fallait enregistrer les voix de tous les personnages. Et surtout, il y avait dans ce jeu, les personnages avaient comme une vie à eux. Donc il fallait générer, programmer tous ces événements. C'était vraiment incroyable, hein, comme travail. D'ailleurs, je crois que le développement de Shenmue a coûté 50 millions de dollars, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, ça paraît insignifiant par rapport au coût de développement d'un GTA ou d'un Call of Duty ou ce genre de jeu, mais à l'époque, 50 millions pour un jeu vidéo, c'était de l'inédit, surtout que les finances de Sega n'étaient pas au beau fixe. Donc Shenmue sort, le premier, le voici. Il était sorti dans une version Furo aussi. Alors là, pour moi, ça reste le plus grand chef-d'œuvre de Sega moderne. Moi, j'ai été un fan de Phantasy Star, bien sûr, mais sur la Master System. Il y a eu des grands jeux Sega sur Mega Drive aussi, même sur Saturn. Mais là, franchement, moi, quand j'ai vu ce jeu tourner, je me suis dit, alors là, Sega, ils ont le jeu qui va leur permettre enfin d'arriver au niveau de Sony. Et peut-être de remporter enfin la guerre des consoles. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors Shenmue sort. Bon, déjà, graphiquement, on prend tous une claque. Au niveau du gameplay, personne n'avait jamais vu ce genre de gameplay, c'est-à-dire une espèce de simulation de vie au Japon. L'histoire est géniale, le père de Ryo, donc le héros ici, est tué par ce méchant Landy, qui est un Chinois qui a l'air d'appartenir à une triade chinoise, donc la mafia. Apparemment des liens avec la mafia hongkongaise, donc forcément avec Kowloon, c'est pour ça qu'on voyait des images de Kowloon. Ça se passe en 1986, je crois, l'histoire, ou 88. C'était fabuleux de voir ça, de se balader dans les rues du Japon des années 80. C'était incroyable. Graphiquement, c'est la perfection. Personne n'avait imaginé qu'on pourrait avoir un jeu de cette qualité. Il faut savoir que le développement du jeu avait commencé sur Saturn à la base. Là, j'ai fait un custom d'ailleurs de la version Saturn qui n'est jamais sortie, hein, puisque Sega a été obligé de changer ses plans vu que la Saturn ne fonctionnait pas, enfin ne marchait pas commercialement. Ils ont préféré sortir leur fer de lance sur Dreamcast et profiter des nouvelles capacités de la console pour sortir un jeu totalement novateur. Shenmue, c'était un jeu tellement novateur que Sega a dû sortir cette démo explicative. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que dessus, certains pensaient que c'était le patron de Sega, mais je crois que c'est plutôt le directeur commercial de Sega qui s'était mis en scène. Comme à l'époque de la Saturn, c'était Segata Sanshiro qui avait fait la promotion, qui avait participé à la promotion de la Saturn. Pour la Dreamcast, ils avaient fait appel
à un vrai salarié de Sega, qui était un peu vu comme le patron de Sega à l'époque d'ailleurs. Et il est mis en scène dans cette démo. C'est assez génial d'ailleurs de voir ça. Pour expliquer ce qu'était Shenmue. Donc on pouvait se balader dans une petite histoire inédite dans la ville de Dobuita, je crois. Le fait que pour moi, ça soit un des meilleurs jeux jamais sortis et certainement le meilleur jeu de cette période, ça n'a pas suffi à sauver déjà Sega de ses problèmes financiers parce que Sega avait énormément investi dans ce jeu, comme je disais précédemment, à peu près 50 millions, ce qui était énorme. Hein. Donc on voit bien le copyright ici d'ailleurs, 1999, donc date de sortie, année de sortie de Shenmue. Je pense qu'il doit y avoir une démo tournante. On va attendre un petit peu. Donc Shenmue n'a pas marché déjà parce qu'il y avait des phases de jeu un peu lentes. Il y avait des moments où on n'avait pas d'action. Et ça, c'était un concept qu'on n'avait pas l'habitude. Il fallait travailler, il fallait suivre un rythme. Il y a bien le héros du jeu, on entend les voix. Tous les personnages sont animés à base de motion capture, ce qui était incroyable aussi pour l'époque. Shenmue, malheureusement, était un gouffre financier pour Sega. Alors déjà parce que le jeu était tellement incroyable graphiquement qu'il fallait énormément de personnes pour travailler dessus, que ce soit pour les voix, l'animation, la programmation, tout était inédit, il a fallu tout inventer, il n'y avait pas de base arcade, donc le jeu il a été conçu expressément pour la Dreamcast, enfin pour le marché des consoles, donc Sega ne pouvait le rentabiliser qu'avec les ventes du jeu. Et le problème c'est que le développement avait pris tellement de retard que Sega a dû le séparer en 2 épisodes. Donc Shenmue 1 est sorti en 99 et on le finissait relativement vite malheureusement. Il y avait peut-être 15 ou 20 heures de jeu maximum. Et le jeu se finit, on quitte le Japon pour aller en Chine, plus précisément à Hong Kong, dans Shenmue 2. Alors Shenmue 2 était fabuleux. Vraiment, quand on combine l'épisode 1 et l'épisode 2, si ça avait pu sortir en même temps, ça aurait été grandiose, parce que là, je pense qu'il y aurait eu moins de critiques, parce que Shenmue 2, en plus, il y a plus d'action que dans Shenmue 1. Sega, avec la Saturn, misait trop sur les jeux d'arcade. C'était l'ADN de Sega, on ne peut pas leur en vouloir. Sega, c'était l'arcade. C'était les leaders de l'arcade, donc forcément, on voulait des conversions de l'arcade, certes, mais la PlayStation, elle avait changer la donne. Les gens, ils voulaient des jeux d'aventure, ils voulaient des jeux de simulation, ils voulaient du Gran Turismo, ils voulaient des jeux de combat comme Tekken avec des possibilités supérieures à celles qu'on pouvait trouver dans Virtua Fighter. Les clients voulaient de la profondeur de jeu ou du jeu multijoueur, comme Nintendo avait su faire avec la Nintendo 64. La Saturn n'avait pas pu proposer ce genre de jeu. Et la Dreamcast, malheureusement, non plus. Parce que quand on voit les jeux, alors là, j'ai fait un petit panel des meilleurs jeux sortis sur cette console. Alors oui, on a de super jeux. Dead or Alive 2, fabuleux graphiquement, mais ça reste un jeu de combat. Jet Set Radio, alors ça c'était très très bon, mais pareil, c'était un jeu, on y jouait 1 ou 2 heures, et puis après on avait envie de passer à autre chose une fois qu'on l'avait fini. Sega Gaga, c'est sorti un peu sur la fin de la console, c'est un jeu de rôle absolument mythique, très old school, mais qui reprend tous les codes de Sega. Moi j'ai adoré. D'ailleurs, petite anecdote sur Sega Gaga, quand on le finissait, on pouvait télécharger cette console qu'il fallait faire soi-même, la console 128 bits. Donc il mettait en avant le côté 128 bits de la Dreamcast. Effectivement, c'était bien une console 128 bits, sauf que à cette époque, c'était déjà plus un argument commercial. Ça l'était avec la Mega Drive, qui mettait d'ailleurs son 16 bits en avant, la 32 bits de Sega et de Sony. Mais à cette époque-là, les gens, ils s'en fichaient un peu. S'ils voulaient, c'était des bons jeux. Mais bon, ça reste quelque chose d'assez mythique parce que le serveur n'existant plus, cette console, elle est unique. Alors après, bien sûr, on peut la télécharger certainement maintenant d'autres manières, mais à l'époque, il fallait finir Sega Gaga pour avoir accès à ce petit goodies très très sympa. Là, ça c'est la poche
de la version américaine de la console. On parlait du côté 128 bits. Ça vient... Alors déjà, j'ai fait un display ici. Un display en hommage à cette ère des bits, si on peut dire ça comme ça. 8 bits avec la Master System. Ici, vous mettez les jeux là-dedans. 16 bits avec la Mega Drive. Ça a été la première à mettre bien en avant ce logo magnifique, d'ailleurs en lettres dorées, c'était incroyable. 32 bits avec la Saturn et 128 bits avec la Dreamcast, avec cette petite VM d'ailleurs collector qui est magnifique. Donc voilà une belle brochette de consoles Sega noire. Donc revenons sur les jeux maintenant. Donc Soul Calibur, on en a parlé tout à l'heure, fantastique, un des grands jeux. Puis après, on peut voir énormément de jeux d'arcade, Marvel vs Capcom, les adaptations de jeux SNK, encore du Capcom, des suites de Marvel vs Capcom. Et tout ça, les clients, ils avaient déjà décroché. Le grand public, il voulait plus ce genre de jeu déjà. Ça, c'était des jeux qui s'adressaient aux hardcore gamers. Et ils étaient de moins en moins nombreux. Et alors, bien sûr, quand ces jeux étaient fabuleux. Graphiquement, même Ikaruga, c'est du shoot 'em up, c'était superbe. Mais ça suffisait pas. Les clients, ils voulaient autre chose. Là, on voit un beau petit panel des jeux, des shoot 'em up sortis sur cette console. Ils avaient même, là, on voit aussi le Zero Gunner. On voit qu'il y a un petit autocollant qui indique Dori Kore. Donc c'était le nom de cette collection petit prix. Ils avaient sorti pas mal de jeux dans cette version Nice Price. C'est la version collector de Sega Gaga. Un magnifique artbook. On voit le petit logo Dreamcast en haut sur le travail de Yu Suzuki. Et là, on le voit bien ici. Dédicacé par Yu Suzuki. J'ai eu la chance de le rencontrer en France quand il était venu dans un salon. Donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer le maître Sega, le vrai maître Sega, celui à l'origine de tous les concepts Outrun, Hang-On, Virtua Fighter, Virtua Racing. C'est incroyable tout ce qu'il a fait. Et surtout Shenmue. À partir du moment où la PlayStation 2 a été annoncée, tout le monde a revendu la Dreamcast. Les clients qui avaient la Dreamcast avaient fait le tour de tous les jeux, puisque comme je disais précédemment, les jeux étaient courts à finir ou trop de jeux d'arcade. Il y a eu plusieurs versions de la Dreamcast. Là, j'en ai mis quelques-unes. Ça, c'est le karaoké qu'on voit ici d'ailleurs. On le voit ici, dessous. Moi, je l'ai mis là parce que je trouve ça stylé. Ça rehausse un peu la console. Et puis en plus, j'aime bien tous ces accessoires qui viennent se fixer sous la console. Ça me fait penser à cette époque où il devait y avoir un lecteur CD-ROM pour la Super Nintendo. Donc le lecteur karaoké, avec une VM aussi Sonic qui est absolument magnifique. Même si ma préférée de toutes les VM, ça restera quand même celle-ci. La VM aux couleurs de la Mega Drive. Je l'ai montré tout à l'heure, sortie de sa boîte. Alors là, il y a un 8 bits dessus, alors que c'est censé être une VM de Mega Drive. Je n'ai pas très bien compris pourquoi ils n'ont pas mis 16 bits. Mais c'est pas grave. Typing of the Dead, alors ça c'était sympa aussi, un jeu qui se jouait au clavier, surtout pour la boîte. Cette magnifique version de Dreamcast qui s'appelait Regulation 7, on le voit sur la tranche ici. Elle était magnifique. La version Sakura Taisen. Alors Sakura Taisen, c'était un jeu culte de la Saturn. C'était d'ailleurs un des rares jeux qui avait dépassé le 1 million d'exemplaires, si je me souviens bien, au Japon. Donc, un immense succès au Japon. Alors qu'au Japon, parce qu'il n'avait pas été converti en version américaine ou européenne. Magnifique musique, très beau graphisme. Donc effectivement, la version Dreamcast a eu du succès au Japon. D'ailleurs, ils ont même fait un contrôleur aux couleurs de cette console. Mais il n'y a jamais eu de version américaine non plus sur Dreamcast. Donc ça a été un jeu qui a fonctionné qu'au Japon. Et bien sûr, la mythique version de Code Veronica. Alors, il existe 2 éditions de cette console. La version Claire Redfield, celle que je possède ici, qui avait été éditée à, je ne sais plus, 1000 et quelques exemplaires. Et il y avait la version Stars, qui était encore plus rare, que je n'ai pas
malheureusement dans ma collection. Ici, on voit la version américaine de la console. Là, une des premières éditions, la version boîte blanche, parce qu'après, il y a eu la version boîte orange aussi, qu'on voit ici, et qu'on voit aussi en haut là-haut, là, les manettes, tous les accessoires. Moi, c'est cette version-là que j'avais eue, la boîte blanche. Ça, ce sont les versions françaises, donc avec un design bleu. D'ailleurs, petite anecdote qui avait été racontée par le patron de Sega, une anecdote incroyable sur le lancement de la Dreamcast en Europe. Donc d'abord, Sega avait mis le paquet pour sortir la Dreamcast en version américaine. Et le lancement s'était d'ailleurs très bien passé aux États-Unis, donc en 99. Le lancement américain donnait un grand espoir à Sega d'arriver à s'imposer sur le marché américain. Mais pour les mêmes raisons, ils n'y sont pas arrivés à cause du manque de jeux et de l'arrivée de la PlayStation 2. Mais le début s'est très bien passé. Ça leur a coûté extrêmement cher. Et il fallait qu'ils lancent donc la console aux États-Unis et en même temps en Europe. Mais pour l'Europe, et d'ailleurs c'est à peu près la même chose aux États-Unis aussi, avec la déroute totale de la Saturn, il n'y avait plus de Sega en France. Sega France n'existait plus, il y avait plus rien. Donc ils ont dû reconstituer une équipe en partant de zéro. Donc ils ont reconstitué une équipe Sega France pour le lancement de la Dreamcast en Europe. Mais il fallait pas la lancer qu'en France, il fallait la lancer en Allemagne et en Angleterre aussi, qui étaient les trois principaux marchés européens. Sauf que Sega n'avait plus d'argent. Et donc, quelques jours avant, ou quelques mois ou semaines avant la sortie officielle de la Dreamcast, Sega Japon réunit ses différents partenaires européens, donc Sega France, Sega Allemagne et Sega UK, pour les principaux, et leur annonce que la console, finalement, ne sortira pas en Europe. Là, c'est le choc. Notamment pour le patron de Sega qui venait d'être embauché pour ça, qui venait juste d'être embauché, et on lui annonce que non, au final ça va pas sortir. Donc là, boycott général de Sega Europe qui fait une mutinerie contre Sega Japon en leur indiquant que s'ils font ça, Sega c'est fini, ils vont perdre tout le crédit, plus personne ne fera confiance à cette marque. Donc malgré tout, Sega remet au pot. C'est-à-dire Sega réinjecte des liquidités pour sortir la version européenne. D'ailleurs avec une sortie qui a plutôt été réussie, des bons jeux dès la sortie aussi, un lancement réussi en Europe, mais on a failli ne pas avoir de version française de la Dreamcast. D'ailleurs quand Sega décidera d'arrêter la Dreamcast, on voit encore le directeur commercial là. Sega avait énormément de dettes, et le patron de Sega, quand il a annoncé la fin de la Dreamcast, a lui-même épongé les dettes de l'entreprise, parce que c'était quelqu'un de très riche. Il avait une trésorerie personnelle de plusieurs milliards d'euros. De ce que j'ai compris, ça dépassait le milliard d'euros. Alors plusieurs, je ne sais pas, mais il avait plus d'1 milliard d'euros de trésorerie personnelle, de fortune personnelle. Et il a réinjecté 700 ou 800 millions d'euros dans Sega pour que Sega éponge toutes ses dettes et puisse continuer de survivre à l'arrêt de la Dreamcast, parce que l'arrêt de la Dreamcast a été douloureux, pas que pour moi. Yu Suzuki était tenu aussi pour responsable un petit peu de cet échec, alors que franchement il n'y était pas pour grand chose. Alors effectivement le coût de développement de Shenmue était excessif peut-être, mais il fallait ça pour inventer un nouveau concept de jeu. C'est juste que la console, le contexte n'était pas favorable à sortir ce jeu-là sur cette console, parce qu'il serait sorti un peu plus tard après sur PlayStation 2. Je pense qu'il aurait eu un succès tout autre. Voilà, là on peut voir aussi quelques collectors avec les Sakura Taisen, mythique série, mythique aussi pour la Dreamcast, avec deux versions de collectors différentes. Eternal Arcadia au fond, là, qui avait été un excellent RPG de Sega, malheureusement sorti trop tard aussi, de la PLV de Sonic Adventure. La cassette vidéo mythique de la sortie de Sonic Adventure. Donc voilà, une console, pour résumer, une console que j'ai aimée, mais qui m'a quand même déçu, parce que pas assez de jeux.
Et puis, pas assez de jeux d'aventure, pas assez d'éditeurs qui ont développé sur cette console, hein. Tous les éditeurs étaient sur PlayStation, donc ils ont continué sur PlayStation 2, et c'est ce qui a fait aussi son succès, hein, à la PlayStation 2. Final Fantasy X qui a fini d'achever tous les concurrents de la PlayStation.